Moi, je vais faire un truc gangs. Waouh, pas du tout gang. J'ai fait un truc de. T'es plutôt jazzy, de quoi. reggae, tu vois, ça fait Danakil. C'est vraiment un truc de Rasta blanc. Ouais, c'est clair. C'est un hommage à Naman. Je m'appelle Naman, c'est mon nom. C'est vrai? Sam Mais oui. Naman, ouais. C'est vrai? C'est Mais mon oui, vrai c'est nom. son Putain, nom. incroyable. Ouais. Incroyable. Il n'en reste qu'un maintenant. Et- Boum, bomboclat, rewind, DJ Selecta. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit. Et aujourd'hui, on trinque avec. C'est Olivia Ruiz qui a fait ton jingle. Ah c'est yes, ça. Droit d'auteur, les gars. yes. Je fais bosser Olivia Ruiz. Ouais, t'es écrit par je suis écrit par Juliette. C'est ça. Rudy. Ouais, c'est joli. C'est un truc un peu électro swing sympa. C'est ça. Ah, c'est mon ex. Ça marche. C'est le thème de cette émission là. C'est que des onomatopées. On va parler Ils comme ne ça. savent pas encore, mais on va y aller. Et on trinque on va parler avec. drogue à Rasta Oh yeah. Oh. On peut marcher en club. Ok, Ouais. bonsoir. Ça m'a mal. Bienvenue sur XJKW, la radio ça. de tes rêves. Exactement. Ça m'a mal. Ça peut marcher en club. C'est un club Bien. pas ouf, Ouais, mais ouais, c'est un c'est club. Il y a une chanson de Destiny Child qui marche bien avec ça. Ça fait Sam the Man, Sam the Man, ouais, Sam ouais, the c'est Man, Sam vrai, the c'est Man. C'est bon ça. On est en vacances avec toi. Ouais. On est en vacances. Ouais, bonsoir. Et on trinque aussi avec. Et moi, j'ai le médiéval. C'est la coupe. Allez, on gigue. Allez, on gigue. C'est la coupe de veuche. C'est la coupe, putain. T'aurais dû garder la casquette. J'aurais dû mon garder ami. la casquette. On est loin du ghetto Oh là, là quoi. Ah ouais. Ah, je me suis drogué sur ce genre de musique, Ouais. t'as dit. On est un peu sur les Donc on parlait Balkans. drogue. Un peu sur... C'est slave, non? C'est quoi? Ouais, c'est ça, un peu ça, Balkan. ça, hein. C'est ça, ouais. Les Balkans. On ouais. est chez Costa Rica. Ouais, j'ai fait la fête de l'humain. Colin tout cool. Bonjour à tous mes amis chamans. C'est le thème de l'émission. Waouh, super. Quoi, Eh t'as ben, fait des petits trucs? Ouais, j'ai un pote qui est chaman et qui a fait des expériences à l'ayahuasca. C'est-à-dire que le mec est vraiment parti au Pérou pendant un mois, en mode en retraite spirituelle où tu es en autarcie avec des personnes. Donc tu rentres dans le camp, tu déposes tous tes objets électroniques, donc tout ce qui est tablette, téléphone, etc. Tu médites toute la journée. Donc tu ne parles pas, entre les personnes ne parlent pas. Le truc c'est méditer, et tu manges, tu as droit à un bol de riz par jour avec des petites tomates et des trucs comme ça. Et 2 fois par semaine, je crois, tu as eu 2 expériences à l'ayahuasca. Voilà. Qu'est-ce qui te décide d'être chaman? Ouais, de ouf. C'est quelle quoi situation? Où tu dis je vais être chaman? Enfin, on est tous voilà, bah, avec je crois nos que trucs C'est et comme tout. Raël qui dit je suis gourou. Voilà, Non, c'est ça. c'est pareil. Non, Est-ce mais qu'il c'est est vrai. auto-entrepreneur? Est-ce Non, qu'il est non, intermittent du ouais, parce qu'au spectacle? début tu réponds à une annonce sur France Travail. Et t'as une formation financée par l'AFDAS avec un formateur Pôle emploi qui J'ai dit un alors, BEP. on va prendre de l'ayahuasca. Alors, et- il faudra faire un bilan de compétences. et BEP tout, chaman. Monsieur, allô. Attends, Ouais, c'est bon, vous avez l'examen. Ouais, c'est bon, je l'ai. il y a Yann Kounen qui est un Ah ouais, réalisateur. qui a fait un film sur l'ayahuasca. qui a fait un film dessus. Il a fait une grosse expérience et j'ai fait aussi une expérience. Merci d'en payer Il en sort en fait, il sort de cette Ouais, j'en sors, je suis encore dedans. Brillant son J'ai chaman. fait une exposition au musée Branly sur le chamanisme qui était juste super et il y avait un casque VR pour faire une simulation de Ok. délire à l'ayahuasca. Donc t'as un grand serpent qui t'entoure, Et tu te retrouves dans le ventre de ta Et mère. t'as toujours pris des trucs, ça t'a toujours intéressé justement d'être dans des états de Second Ouais. Ouais, bah ça depuis la naissance, je pense. non, mais en fait, pour le coup, c'est. Attention, ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Ah oui. Cette expérience a été réalisée par un professionnel. Ouais, Tout ne à faites pas fait. ça chez vous, faites ça Moi, chez le je n'ai voisin. jamais- Les gars, je n'ai jamais rien pris, jamais fumé, jamais Ah ouais, moi mangé. non Mais moi, je trouve Alors, ça j'ai super. trop peur, Ouais. je suis une baltringue là-dessus. trouve ça C'est trop pour bien. ça, qu'est-ce qui. Donc, alors, de tu quoi peux nous. Oui. Alors, T'as moi, j'ai vécu pas- des. alors, moi, j'ai vécu Tu des parlais choses. d'une. De la DMT. La DMT, c'est une substance qu'il y a aussi dans l'ayahuasca Quand on meurt. qu'on retrouve, que nous on sécrète l'être humain quand on meurt et qu'on retrouve dans tout ce qu'il y a sur la planète Terre. C'est-à-dire tout dans l'univers, les animaux, les plantes, la Terre, il y a de la DMT de partout. Donc quand tu fais l'expérience à la DMT, c'est comme si tu te mettais à la fréquence de l'univers. Tu vois, donc vraiment, c'est vraiment une sortie de corps. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. C'est une EMI. En fait, tu vois, il faut un truc de lâcher prise où tu sors de ton corps. Vous avez tous vu La Beuse. Oui, Tu vois cette scène quand
il fume un joint et que t'as John Alomou qui tape à la porte et qui ouvre et qui se prend une grosse claque dans la gueule, ça te fait à peu près ça. Donc c'est-à-dire que tu te décorpores, t'as vu ton corps. En fait, non, c'est encore plus différent. Tu fais de la géométrie sacrée. En plus, je m'ai mis vraiment des chants chamaniques au téléphone à côté, donc t'es vraiment en mode. C'est une expérience. C'est une expérience d'élévation de l'esprit. C'est pas du tout récréatif. Tu vas pas sortir en club ou quoi. Mais ça dit, il faut pas faire ce genre de truc quand t'as peur parce que ça se calque pas mal quand même sur ton état moral. Ah oui, mais c'est deux choses l'une. C'est soit tu fais ça pour être face à tes peurs et régler les problèmes, soit tu fais ça pour. Et toi, ça t'a fait quoi? T'as vu quoi exactement? Alors moi, j'ai vu des entités. Moi, j'ai fait ça dans la forêt. Il y avait 2 arbres au-dessus de moi et donc il y avait la musique, les chants chamaniques, donc qui sont censés te transporter. Incroyable. Et les arbres me disaient ressens. Ils me parlaient, tu vois. Donc j'étais en mode waouh. Et je regardais la musique et il y avait une grosse croix. Ils me disaient non, regarde pas, écoute, ressens. J'ai vu une petite entité au fond derrière qui me parlait derrière les buissons. Non, mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Il y avait un petit léprechaune avec un bol de pièces jaunes. T'as jamais eu peur de mourir, tout simplement? C'est un truc de lâcher prise, mais après moi je l'ai fait que 2 fois. C'était vraiment une expérience de sortie de corps pour essayer. J'ai fait que 2 fois. Ouais, non, mais parce que j'ai un pote à moi. Il est en Inde d'ailleurs en ce moment, tu vois. Et c'est là que tu vois les esprits détraqués, parce que moi là, ça me donne envie de le faire. Ah voilà. C'est vrai, ça donne envie. Et attention, les magies de la post-production et. Tu penses que c'est le pouvoir de l'imagination qu'on a, donc rien n'existe, mais c'est toi qui inventes des entités. Alors, moi je pense. Qui a fait ça? J'ai entendu un truc. C'est rien, c'est ça doit être un retour d'acide. Calmez-vous. C'est ça. C'est toujours le noir qui se fait moi je pense vraiment qu'on est. Je pense vraiment que sur. On est dans une dimension corporelle. Exactement, qu'on vit par une certaine fréquence et qu'il y a vraiment tout un domaine du non visible qu'on ne perçoit pas et auquel on peut se connecter suivant sur quelle fréquence on se met. Tu connais Mark Oberns? Parce que Mark Oberns, moi j'écoute beaucoup ses vidéos. Alors il est intéressant parce que c'est un gars au départ très, très carré, qui a géré beaucoup d'entreprises, etc. Et qui vit régulièrement des corporations. Ok. Et il va beaucoup plus loin dans son discours, parce qu'il parle d'extraterrestres, d'entités, de dimensions, il va un peu partout, etc. Mais sa manière d'en parler est très cohérente. Mais oui, c'est ça. Et surtout, il dit attention on va dire, aux malfaiteurs ou aux arnaques, etc. Et donc, ça m'intrigue, en fait. Son discours en particulier m'intrigue plus que des gens qui disent n'importe quoi sur YouTube. Quoi. Le problème, c'est que c'est qu'il y a vraiment de tout. Et on va dire que dans toute la masse qu'on a, t'as 90% de conneries et 10% de vraies choses. Et quand t'as un scientifique ou quelqu'un qui est vraiment très stable dans sa tête et qui te parle de choses comme ça, après, voilà, c'est à chacun ses croyances, tout ça. Mais moi, c'est vrai que je suis plutôt là-dessus. Moi, je suis plutôt sur le truc d'énergie, d'univers et qu'il y a des choses qu'on capte pas. Et quand tu fais ces expériences-là, tu te rends compte que notre corps, nous, on est qu'une antenne, en fait, et qu'on ne perçoit qu'une certaine partie de la réalité. Et le pire, c'est qu'il y a des choses qui se reconnaissent. Il y a un programme sur YouTube qui s'appelle Tales from the Trip, qui est prêt par Comédie Centrale. Ce sont des comédiens, donc des stand-uppers et des comédiens américains qui racontent leurs expériences avec justement ce genre de substances, et c'est mis en animation par quelqu'un. Donc c'est très bien fait. Et il y a un mec qui a fait un trip comme ça à la DMT et qui rencontre pendant son trip une déesse à la peau violette, tu vois, qu'il connaît comme si il le connaissait depuis toujours, tu vois, et c'est sa petite amie un peu d'une autre dimension. Et elle lui fait des crises de jalousie sur sa petite amie qu'il a dans la réalité et tout. Il sort de ce trip-là, il rentre chez lui, son pote le lendemain lui dit waouh, j'ai fait un trip à la DMT hier soir, et t'as le bonjour d'une déesse violette qui te connaît alors qu'ils n'en ont pas du tout parlé, tu vois. Il y a des choses qui se retrouvent comme ça. Après, évidemment, c'est chacun ses croyances. C'est tout un univers, en fait. C'est vraiment. C'est tout un univers. La 4e dimension, peut-être. Toi, t'as envie de tester, toi? T'as envie de faire ça? Ouais, tu parlais d'avoir peur de mourir, etc. Je pense que tout ce qui est prise de substance est un peu progressif. Et si j'en prends demain de la DMT, j'aurais pas commencé par de la DMT. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu commences avec des choses où tu captes que ton. Et j'encourage pas du tout à la prise de drogue. Mais qu'est-ce qui fait? C'est ça la question, c'est c'est qu'est-ce qui fait que justement vous avez envie de prendre des choses pour pouvoir aller plus loin, découvrir des. Vous maîtrisez votre corps, c'est-à-dire que vous vous dites on a envie de bousculer notre corps et notre esprit au point de
au point de peut-être un peu mourir. Moi, je te parle de drogue récréative. Ouais. Quand je te parle mais est-ce que ça aide à la création? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que ça vous aide à écrire? Alors ça dépend ce que tu prends, je pense. Ça dépend ce que tu prends. C'est une vraie question parce que nous on est deux là à rien prendre du tout. Rien, drogue, et on a peur. Tabac. Et on a peur. Oui, mais moi c'est même pas, c'est un non-sujet, c'est que ça m'intéresse pas du tout. Par contre, je vais être curieux des réactions parce que. Mais moi je suis plutôt sur les drogues moi je suis plutôt sur les drogues de l'élévation de l'esprit. Un truc, moi ce qui m'a poussé à essayer de faire ce genre d'expérience, c'est toutes les questions que je peux me poser sur la réalité, sur l'après la mort, sur ce qu'on est sur Terre, sur l'univers, tu vois, tout ça. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça. Et à un moment donné, t'en viens à te dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'essayer de voir un petit peu ce qu'il y a après. Je me suis beaucoup intéressé aux EMI, donc aux expériences de mort imminente. C'est ces gens qui meurent et qui t'expliquent qu'ils ont vu un grand tunnel, mais il y a beaucoup de discours qui se retrouvent alors que les gens ne se connaissent pas. Et les gens parlent souvent du tunnel. À chaque fois, c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un blanche. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a un peu tout le monde, dès que tu t'approches de la mort, c'est vraiment ce terme, j'ai vu le tunnel, j'ai vu quelque chose. En tout cas, il y a une cohérence, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de choses, mais on parle pas assez des expériences négatives parce qu'il y en a aussi où ils se retrouvent dans une sorte d'enfer. Alors c'est un peu plus rare, mais ces personnes-là n'osent pas en parler. Donc on parle que de la personne, les gens la partie féerique avec les couleurs, l'amour inconditionnel. Ça peut arriver aussi l'enfer. Il y a un super podcast de Xavier Munoz qui est un hypnothérapeute qui fait de l'hypnose transpersonnelle et qui s'appelle Entre deux mondes. Donc je le conseille à tout le monde si ça vous dit. Et donc qui parle justement de tout ce monde non visible, de ce qu'on a été avant, ce qu'on était après. Je sais pas si vous croyez en la réincarnation, vie antérieure, tout ça. Il parle beaucoup de ça et c'est fascinant quoi. Franchement c'est fascinant. Moi j'adore ce truc. Et donc si vous vous posez des questions, lui vous donne toutes les réponses d'après lui. Évidemment, il n'a pas là. D'accord. Toi, t'as pris quoi, toi, comme moi, j'ai un discours beaucoup moins intelligent. Moi, je prends de la drogue juste pour pouvoir pécho. C'est ça. Donc, toi, tu t'es intéressé à la vie après la mort, tout ça. Moi, je me suis intéressé à la vie pendant le club. À la vie pendant le sexe. C'est cher l'alcool, non? Vous trouvez pas trop? Viens, prends des drogues. Chez les chemical sex, je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais d'où c'est venu, par contre, forcément d'un entourage qui t'explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, il faut que tu te sentes en confiance, etc. J'ai jamais eu l'impression. Pour le coup, la seule drogue avec laquelle j'ai eu des problèmes, c'est la weed. Et quand je dis des problèmes, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à arrêter au bout d'un moment. Et tu parlais de la créativité. Pendant longtemps, j'avais la sensation que ça décuplait ma créativité ou même ma capacité de concentration. Genre, je faisais beaucoup de montage. Et je fumais beaucoup en montant et j'avais la sensation de pouvoir passer 12 heures devant un ordi. Quand tu vois le truc à la fin. Tu t'es relu. Voilà, exactement. Quand tu revois le montage après, tu dis mais non. En fait, c'est comme tout en fait. C'est la non-modération de certaines substances fait qu'en fait ça essore le truc. Et pour le coup, moi, à la fin, j'avais beaucoup plus la sensation que ça avait un petit peu tué ma créativité. Contrairement à Snoop Dogg, lui qui disait justement qu'il n'arrivait pas à faire ses morceaux s'il n'avait pas fumé en fait. Mais je pense que il a besoin justement d'être dans un. Et alors ça, c'est le deuxième sujet. Je trouve c'est vraiment on n'est pas tous égaux face aux drogues. Non, faut faire attention. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec. Il y a une psyché qui est vraiment différente, c'est une réaction par rapport à ça. Je voudrais préciser, il y a quand même un discours très romanesque autour de la drogue, parce qu'on va dire Rimbaud, machin, ils ont tous pris tout. Mais faites gaffe, quand même, c'est addictif. C'est-à-dire que même si a priori le kiff du présent est intéressant, mais après tu tombes dans le pire et tu t'en sors pas. Non, de ouf. Et alors que je suis quelqu'un qui est pas trop dans la perte de contrôle, au contraire, enfin, c'est même pas que je suis pas dans la perte de contrôle, c'est plus que dès que j'ai vu que je perdais des capacités psychiques à cause de ce genre de choses, je me suis dit waouh, j'ai pas du tout envie d'être là. J'ai pas envie d'être le gars qui a des absences dans la vie et qui se dit c'est parce que j'ai fumé trop de joints quoi. Et en plus j'étais quelqu'un qui avait une bonne mémoire avant. Enfin, si tu restes perché. J'ai retravaillé ce truc-là, mais en l'occurrence pendant un moment, j'ai vu les conséquences que ça avait eu sur mon cerveau et on n'est pas tous égaux là-dedans. Il y a des gens qui vivent très bien en fumant 8 ouinges par jour. Snoop Dogg et machin et voilà. Mais là tu vois, c'est là où on parle surtout d'addiction. Je pense c'est plus psychologique que physique, parce que par exemple Snoop Dogg c'est ça, il a une addiction psychologique, donc il s'est convaincu qu'il peut faire ça que comme ça. En fait c'est pas le cas. Moi les meilleurs trucs que j'ai fait au niveau créativité, c'était complètement un jeun. Comme Kanye West, il est totalement je prends rien, ça se voit pas. Il n'y a pas besoin de prendre de drogue pour être bipolaire as fuck. Attention, encore une fois, je ne fais pas l'apologie de Oui, dis-leur bien, parce que il y a des scientifiques qui se penchent sur ces questions de microdosing et tout ce que peut apporter le LSD ou la weed ou quoi dans des dépressions, dans des traitements de la douleur, dans le traitement de la concentration, de certains troubles aussi de type
Schizophrénie, je crois. Ouais, tout à fait, bipolarité, schizophrénie, donc voilà. Mais tout ça est évidemment contrôlé. Bien sûr, surtout ça n'intéresse pas trop les labos parce que ça leur enlève un petit peu. Big Pharma n'aime pas. Mais c'est d'ailleurs à l'époque aux États-Unis, quand le LSD est sorti avec les hippies, tout ça, c'est Nixon qui a vraiment fait la guerre à tout ça parce que justement ça faisait la promotion de l'esprit libre, de la réflexion par soi-même, alors que là-bas, ce qu'on veut faire à l'époque, c'était des moutons bien rangés. Nixon, il rigolait pas là. Nixon, il était pas content. Il rigolait que sur les masques. Ne prenez pas trop tous ces substances parce que vous allez finir que Elon Musk. Oui, c'est clair. Il prend des ça trucs. se voit. Il prend des trucs. Je ne sais pas ce qu'il prend, mais c'est intéressant en tout cas. Le personnage est intéressant. Le prénom de tout est intéressant chez lui. Le prénom de ses enfants, tout est intéressant. On est d'accord que Elon Musk, ça fait vraiment nom de méchant comme Lex Luthor. Bien sûr, comme ça fait vraiment nom de méchant. Moi, je crois clairement que c'est un reptilien. Voilà, on y revient. Alors les reptiliens, justement, je voulais vous en parler. Parce que dans mon trip de DMT, j'ai parlé avec un reptilien. J'ai parlé avec une salamandre. Affina Turner, ça se voit quand même. Affina Turner, c'est une salamandre. Oui. Je pense qu'elle est sous-produit toute sa vie. On l'appelle Obélix. Obélix dans le métier. Tombé dedans quand t'as été petit. Justement, on va jouer. Je vous propose une expérience de réincarnation. Vous allez tirer au sort une carte marron. Et en fait, vous allez donc être réincarné en une personnalité ou un objet. Comment était votre journée ? Ma journée, elle était bien. Après, c'est vrai que... Didier Deschamps Zidane ? Non, c'est pas Didier Deschamps. Tu remarqueras qu'il y a pas d'accent du Sud dans ce que je dis. Un jour, voilà, quelqu'un mangeait une soupe, du coup, on m'a pas pris, c'est normal, c'est les choix du coach. Quand on Olivier Giroud ? Exactement, c'est Olivier Giroud. Mais qui est dans un objet ? Qui est dans un objet, voilà, c'est les choix. Dans une assiette plate ? Non, une assiette plate, une cuillère, une fourchette ? C'est une fourchette, exactement. Quand on mange une soupe, on prend pas de fourchette, c'est le choix du coach. On est plusieurs numéro 9. Ou alors on comprend pourquoi on nous a pas pris, finalement. Et il est très croyant, c'est pour ça que j'ai commencé à partir dans le c'est ça qui est un peu niche. C'est vrai, voilà. À toi, Rudy. Moi, je suis toujours zen et peace, quoi, tu vois. Moi, je suis là tranquille et tout. Doc Gynéco. Ou Bob Marley. Ouais, non, je dirais un peu plus white et c'est vrai que quand on... À quoi tu sers dans la vie? Quand on m'utilise, en général, les nanas sont contentes. Voilà, Tu es un womanizer? Tu es un womanizer étanche. Alors, pas dans le plaisir, mais plutôt dans la praticité. C'est-à-dire que je les mets en avant, je les mets en valeur. Tu fais du maquillage, tu fais un rouge à lèvres. Elles ont besoin de moi. Un miroir. Un sèche-cheveux. Je suis leur quotidien. Un soutien-gorge. Voilà, l'objet est validé. Ok, d'accord. Alors, je suis un cœur croisé de Spletex. Voilà, et puis pour le personnage, mais voilà, moi je suis tranquille, tu vois. Moi, tout ce que je veux, c'est être devant des gens, faire mon son. Orelsan. Ouais. Ça aurait été marrant. Orelsan coton-tige, tu vois, ça aurait été marrant. Oula, c'est sale. Oh là là. Orelsan. Bon, j'ai essayé. C'est bien. C'est super. Bravo. À toi. Et t'es pas tombé dans le « Ah ouais, c'est marrant ». Ouais, c'est ça. Ça aurait été trop facile, tu vois. Ça aurait été trop facile. C'était un truc de basique, simple. C'est ça, voilà. Je m'ai fait bloquer. C'est bloqué. C'était bon. Ton soutien-gorge est bloqué. Quant à moi, je fais partie d'une institution quand même qui est assez assez reconnue dans la fiction en tout cas, tu vois. Et c'est-à-dire qu'aussi on peut me déguster, évidemment. On peut me déguster, mais à un certain moment du repas, c'est très important. On peut me déguster une fois. Si on me déguste 2 fois, on commence à avoir un petit peu le ventre lourd. En tout cas, pour ma part, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de choisir à quelle section d'institution j'appartiens, et c'est pas moi qui choisis. J'arrive donc dans ce lieu-là, et puis je mets un truc sur la tête et on me dit à quelle faction je vais être
Je vais être. Je vais un truc sur la tête. D'accord. C'était belge. Non. Comment dire. Ensuite, voilà, je fais aussi un surnom. Je peux être un surnom. Je peux être un surnom d'un certain homme politique ou alors de quelqu'un qui a pas beaucoup d'énergie, tu vois. Tu es du flan. Je suis du flan. François Hollande. Je suis complètement du flan, mais je ne suis pas François Hollande. Le truc, c'est que je suis un peu jeune. Je suis quand même héros de ma propre histoire et je dois me battre contre un énorme méchant quand même à un moment donné. Mais personnage imaginaire. Harry Potter. Je suis Harry Potter. Harry Potter et le flan. Je suis Harry Potter qui a mué. Parce que j'ai pas fait je suis Harry Potter. C'est un imbus 2000. C'est ça. Harry Potter. Je suis Harry Potter flan quoi. Et je suis dorénavant un chaman. Flamby Potter. Viens Ron, on prend de la DMT. On voit ce que ça fait que d'être démoldu. Ouais, c'est ça. Vous avez vu Harry Potter un peu drogué un peu? Il y a des gens qui s'amusent à prendre des drogues, à regarder des films pour voir si justement ils arrivent en état second. En état second. Moi j'ai vu Chaos sous kétamine. Non, je déconne. Moi j'ai vu beaucoup de films de Seth Rogen en fumant des joints, notamment avant de connaître un peu cette bande et tout, j'ai regardé Sausage Party pendant mes études avec des potes et vraiment je me souviens d'un truc de on va fumer un joint, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On était sur un site de streaming illégal, je sais pas quoi, on voit Sausage Party, on se dit allez let's go. On a vraiment fini à 6 comme ça dans le canapé en mode ouais les gars, qu'est-ce qu'on vient de voir? J'ai vraiment la dalle. Il y a une dalle de fou. Non, parce qu'à la fin, elle est, sans spoiler, il y a pas mal de trucs de cul et tout. À la fin, ça finit dans une sorte de maxi partous d'aliments. C'est juste assez barré. Quoi. Et il y a eu aucun Peggy 14, aucun Peggy 12. Vraiment, c'est que les gens sont vraiment sur un dessin animé. Quoi. Les gens sont vraiment allés voir ça, c'est parti avec leur enfant, genre allez, encore un film d'animation. Et puis ils se sont retrouvés devant la vie d'Adèle en hot dog. Ils se sont dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est très drôle, mais comme je connaissais pas trop cette bande et leur délire, etc. Après, j'ai découvert, tu vois, Pineapple Express. C'était chaud. Jab Franco, ça The Interview aussi. Rudy, on a l'impression de rater des trucs en restant vierge de tout ça. Mais regardez ce film, rien du tout cet univers de drogue, de fumée, de et pourtant dans le métier, on peut être tenté par plein de gens. Mais on a accès à plein de choses dans le métier. On est des résilients finalement. Mais je sais pas, ça me fait peur. J'ai peur de pas me consoler. Ouais, je pense de partout. La bourse, le gars. Non mais on a l'impression que dans le métier, les hôpitaux, c'est fun de prendre des trucs. Ouais, c'est hyper toléré. Si, il y a ce truc-là. Si, c'est fun de. Moi, je suis tombé là-dedans quand je bossais dans la musique et quand tu pouvais rouler en manche en réunion, il y avait aucun problème. Oui, c'était ça. C'était bien vu. C'était bien toléré. Laissez-le, il est réel. Toi, tu es réalisateur de clips, donc forcément, après, t'as beaucoup d'artistes dans le clip, dans le rap, etc. Les publicitaires. Exactement. Je veux pas tomber dans les clichés, mais. Non, mais ça bédavait à mort. C'est vrai. Sur les tournages, sur les trucs et tout. Moi, je me suis mis au CBD depuis très longtemps. Ça fait bien 6-7 ans que je fume plus rien du tout et que je fume que du CBD. Ça déculpabilise un peu. Vrai, parce que c'est légal, c'est léger. Et puis, t'as pas d'agent psychotrope. Oula, dur à dire. T'as pas d'agent psychotrope. Donc, c'est pas addictif. Non seulement c'est pas addictif, et puis tu gardes vraiment la sensation de tout ton cerveau. C'est-à-dire que tu peux encore réfléchir. Toutes tes collections sont là. Ça peut servir. Toi, donc, tu tiens vraiment un sujet, un personnage pour ton spectacle. Je crois. Ouais, franchement. Je crois. Maman, tout ceci, de la fiction, évidemment. Non, mais t'as ton personnage de stand-up et tout, franchement, vas-y à fond. Hein. Eh bien, écoutez, j'ai hésité, et puis voilà, ça doit être bien. D'ailleurs, on doit parler d'un projet, toi et moi, on en reparlera une autre fois. Ah oui, ok. Ah oui, j'ai un projet dont on a parlé la dernière fois et que j'aimerais bien faire avec toi. Allez. Yes. Ah oui, on a un projet. Dis donc. Mais tout le monde a des projets dans cette table. Nous aussi, en plus. Quand est-ce que tu dors là? Et la magie de la post-production. Je suis à vous. C'est le running. Le projet. On est à fond. On va jouer à FDP. Non. Frais de port. C'est une nouvelle drogue, FDP, ça veut dire fin de phrase chez moi. Ah, yes. Le principe est simple, je vais vous donner des débuts de phrases qu'on entend dans les bistrots. Il va falloir compléter sans être cancel. Attention à votre carrière, les amis. Tu viens ici et on te dit cours dans ce champ miné. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est parti, Colin. Je ne suis pas raciste, mais... Allez, mais il y a quand même beaucoup de blancs au gouvernement. C'est pour qui les deux Ricard? Ça passe. Waouh, j'ai rien contre toi, mais... Mais tu me fais chier. Ça passe, c'est gentil. Je veux pas casser l'ambiance, mais... Mais quand même, François Bayrou, il savait, non? Évidemment. Je ne suis pas complotiste, mais...
Pourquoi alors quoi? Il y a quand même un triangle sur les billets de $. Et ben voilà, je suis complotiste en fait. Je suis pas complotiste, mais le 11 septembre, regardez bien les images. Excusez-moi, vous êtes Mathieu Kassovitz? Je peux avoir Et je fume des ouinges aussi, alors quoi? Ah oui, c'est sûr, c'est Mathieu Kassovitz. Et j'ai fait 8 déclinaisons de la haine. Un jour, on saura. Et je suis génial dans le bureau des légendes. Je suis à fond dedans. J'avais jamais vu, je suis là-dedans. Tu veux bosser, c'est ça? Tu veux bosser? Moi? Non. Aussi, dans le bureau des légendes, il est super. Ouais, c'est vrai. Et moi, il me divertit beaucoup. Oui, évidemment. Il faut quand même des fois admettre certaines personnes diverties. Très bon acteur. Je ne suis pas superstitieux, mais les chats noirs, c'est pas mon délire. Ok. T'aimes pas les... On a un chat qui veut répondre. Ouais, je suis allergique aux chats, j'aime pas les chats noirs. C'est vrai? Ah ouais. Bah, c'est moi qui devrais le faire. Shamnaman. Il y a un truc avec les chats, ils se la racontent de trop, j'aime pas. Ah ouais, j'adore les chats. Tiens, regarde. J'ai un chat tatoué, là, je sais pas si on le voit. Non, mais un chat Dragon Ball Z. Un chat, c'est très beau, mais ça se la raconte trop, je trouve. Mais bien sûr. C'est ça, c'est les pharaons, frère, ils sont là. Bah oui, c'est ça. C'est surtout que le chat, on sait pas trop d'un coup. Il a coup. réussi à nous asservir en même temps. Exactement. On sait pas trop, le chat d'un coup, il est dans son délire. Et puis il part en biais. C'est ça. Ou alors, tu le caresses, il est content, puis juste après, il te griffe. En fait, c'est des bipolaires. Mais le chat voit des dimensions que nous ne percevons pas. Ah, mais c'est ça. Mais certainement. Non, mais l'impression que le chat, il voit. Il voit des trucs. Ou alors, c'est des messagers d'extraterrestres, les chats. Ils sont implantés dans les maisons. C'est sûr. C'est pour ça qu'ils ont été vus comme des divinités. Et ils parlent avec leur trou duc, c'est pour ça qu'ils nous mettent. Surtout quand tu travailles. Regarde dedans, je te dis. Tu travailles et le chat, il fait demi-tour avec son trou de balle là. Voilà. Comment il s'appelle? Il s'appelle l'œil de Sauron. Mais il y a une caméra en fait. C'est ça, ouais. Elon, c'est toi. On va vous envoyer un message du fin fond de l'univers. Ouais, ok. Ouais, c'est la merde. Je vois bien les extraterrestres qui disent alors quelle espèce on pourrait introduire dans le monde pour être en contact avec les humains. Je parle des extraterrestres dans mon spectacle. J'ai tout un sketch sur les extraterrestres. Je dis que pour les extraterrestres, on est genre une télé-réalité qui nous regarde comme nous regardent les Marseillais. Vous y croyez, vous? Alors moi, je pense que c'est évident qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Moi aussi, il y a ce truc-là qui disent que de dire qu'on est tout seul dans l'univers, c'est comme prendre une cuillère à soupe, de la tremper dans la Méditerranée et de dire il n'y a pas de poisson. Et je pense que c'est après voilà, encore une fois, c'est peut-être un truc de fréquence, de je sais pas, de dimension. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Non, mais moi j'aimerais bien savoir qu'ils ont des humoristes et tout ça. Tu sais, en fait, j'avais développé aussi un début de sketch comme ça où j'imaginais un parc d'attractions. Tu sais, parce que la représentation des extraterrestres sont tous la même tête, ou soit c'est des aliens, c'est ça, soit c'est des voilà. Et donc ils se ressemblent tous quoi. Et je les imaginais, si tu veux, par exemple, dans les montagnes russes, quand il y a la photo, ils ont les yeux rouges déjà. Et ils sont là. C'est drôle. Ou alors après, tu vois, un stand-up, l'autre fait. Ils se moquent des humains. Ils applaudissent comme ça, Mais il y a quand même un truc qui m'échappe. Ils applaudissent comme ça. Il y a quand même un truc qui m'échappe parce qu'ils sont normalement, ils ont l'air d'être un petit peu à poil. Ou alors ils ont des bras bizarres. Comment ils peuvent fabriquer des vaisseaux, tu vois? Ah ouais, c'est la deuxième question. C'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Très probablement. Est-ce qu'il y a une vie intelligente? Ça, on sait pas. Alors, intelligence, ça dépend ce que tu penses. Vu que c'est l'infini. Oui, ça dépend. Mais par exemple, il y a un truc, je sais pas si vous avez vu le film Premier Contact de Denis Villeneuve. Et ben, je trouve ça vachement intéressant parce que c'était la première fois que je voyais des aliens qui n'avaient pas du tout la même forme, enfin tu vois, qui ne ressemblaient à rien de ce qu'on pouvait connaître. Et il y a toute cette question de rentrer en contact avec quelque chose ou quelqu'un qui a vraiment évolué. Mais c'est plus probable parce que nous on a cherché les trucs à la surface de la planète. Mais ce qui est très probable, c'est que ce soit des formes de vie qui soient sous l'eau, tu vois, qui soient sur les océans qu'on ne connaît pas, qui soient sous les planètes. Donc à la limite, s'ils nous rencontrent, c'est intraterrestre. C'est peut-être nous qui faisons peur finalement avec nos yeux, nos nez, nos dents. Avatar, c'est vrai. Et de se dire what the fuck. Mais nous on envoie des CD dans l'espace en mode regardez tout ce qu'on a fait chez nous, mais ils n'ont pas de lecteur CD. La théorie de la Terre creuse. Ah oui, Agartha, Shambhala, tout ça. Alors j'essaye de communiquer avec nous. À travers les volcans. Est-ce qu'ils sont dans la même démarche que nous, tu vois? Je sais pas. Je pense que non. Je pense que nous, si on est sûrement une race, la race humaine doit être très inférieure par rapport à eux. Oui. Vraiment très. Vous pensez que sur t'imagines en fait, s'ils ont le pouvoir de venir jusqu'à nous, en tout cas de nous observer, peut-être que c'est juste des drones
qui viennent nous voir. T'imagines les milliards et les milliards d'années d'avance, peut-être en technologie, quoi. Et puis nous, on est encore du Néandertal pour eux. Je disais ça, il y a la théorie des anciens astronautes dont on a peut-être déjà parlé, c'est tout ce qui est alien théorie, tout ça, bref. Est-ce que c'est eux, mais plus tard? C'est-à-dire est-ce que c'est nous? Genre nous plus tard, tu veux dire? Nous plus tard. Ah, ça, c'est aussi une des théories. C'est une théorie, on serait dans le passé. Est-ce que c'est nous, on doit se développer au fur et à mesure des années? Alors certains disent que... Certains, c'est une théorie, c'est qu'il y a eu une première civilisation sur Terre, tout a été rasé ou je sais pas quoi, ils sont partis. C'est ça. Et puis nous, on est revenus là. Ils nous ont laissé là, ils nous observent. Il y a eu Mars aussi. Tout ça est fascinant. Il y a eu Mars aussi. Oui, ou Mars. Enfin, on sait plus, tu vois. Enfin bref. Mais c'est fascinant. En tout cas, je suis pas complotiste, mais. Alors non, mais c'est pas tout le complot. Mais la théorie des anciens astronautes, c'est marrant, quoi. Non, mais les dossiers ils sortent en ce moment. Les dossiers sortent. Il y a des trucs un peu chelous qui arrivent. Et je pense que soit on nous prépare à d'ici 4-5 ans à nous révéler des choses. Soit pour moi, on doit pas être au courant de tout ce qui s'est, évidemment, tout ce qui a pu se passer ou quoi. C'est sûr. L'épisode de ce podcast s'appellera drogue et complotisme. Font-ils bon ménage? Parce que j'ai fait l'expérience de vraiment fumer des ouinges devant YouTube. On est le copy comique de Joey Rogan. Ah oui, c'est vrai. Si je peux avoir autant d'audience. Par rapport à leur forme et tout, il y a aussi un bon film comique qui s'appelle Paul qui raconte un alien qui est arrivé il y a des années. En fait, il explique qu'on nous bombarde de son image parce que ça fait des années qu'il est sur Terre et que les Américains nous préparent à rentrer en contact avec lui. Il dit c'est pour ça que j'ai la tête de n'importe quel alien, parce qu'en fait on vous prépare à ce que des gens comme moi arrivent. Mais il y a ce truc là aussi de toujours d'avoir la menace la plus grosse pour qu'on puisse accepter plein de choses. Tu vois, le projet, certains projets Bluebeam. C'est-à-dire que quand on essaie de nous monter les uns contre les autres et que les lois ne passent pas, la seule façon qu'on se réunisse tous sous la même bannière, c'est pour créer un danger plus grand. C'est ce truc là de si tu rentres dans une épicerie et que tu t'engueules avec l'épicier, c'est lui contre toi. S'il y a un braqueur qui rentre, t'as beau avoir quelque chose contre l'épicier, tu es l'épicier et toi contre le braqueur. Si un tueur qui rentre, le braqueur, l'épicier et toi, vous allez être toujours quelque chose de plus haut, exactement, plus dangereux pour se mettre ensemble. C'est ça. D'ailleurs, oui, effectivement, là sur notre petite terre là, avec tous les problèmes de terrorisme, etc. Si d'un coup t'as un énorme truc qui arrive, alors les gars, effectivement, on va être copains finalement. Exactement. On va être tous ensemble. Allô Trump, on veut bien être ton pote là aujourd'hui pour l'armée. Et donc il y a aussi cette théorie là, donc c'est pour ça. D'où le programme que je vais te proposer, dont on parlera en off. Il est chaud. Parlons un petit peu de l'écriture de ton spectacle. Est-ce qu'il y a des nouveaux sujets, des thèmes qui commencent à ressurgir, à surgir? Parce qu'on parle beaucoup de tes pièces, mais on parle pas vraiment de ton one. Ah là, c'est compliqué de. C'est trop tôt encore? Non, moi, un truc qui a rien à voir avec ce qu'on dit, avec le thème de l'émission. Moi, j'aimerais bien parler de la prématurité. Voilà, parce que les amis, j'ai des enfants et tous les deux sont nés préma. Et très très tôt. Et on a toujours la vue de la maman. On parle toujours de la prématurité de la maman, machin, les femmes et tout qui ont mal vécu ce truc-là. Et moi, j'ai mal vécu la prématurité de mes enfants. Moi, le premier jour que j'ai vu mes enfants, je l'ai très mal vécu parce que t'es dans un truc où tu as tous les pères, tu vois, à la maternité qui sont alignés. Et il y a les différentes chambres et tout machin. Et chaque père est appelé, tu vois, pour savoir si l'enfant est en vie. Mais ouais. Aïe. Tu dis tous les pères, c'est tous les pères qui sont dans une situation où leur enfant naît prématurément. C'est ça. C'est un service à part. C'est une sorte de mauvaise loterie, quoi. Les gens ne savent pas, mais voilà, il y a la maternité normale et tout ça, et il y a un service néonat. Ça s'appelle la néonat. Le Squid Game de merde, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a la néonat, et tu vois, et il y a plein de papas qui sont là et qui attendent et qui se disent, bah tiens, ma femme, elle a accouché et elle a eu que 5 mois ou 6 mois, ou tu vois, et c'est un peu chaud, quoi. Donc moi t'étais là, et puis à l'époque j'étais sur une série, je tournais, je venais ici et tout, j'étais à Marseille, t'étais là et tout, tu faisais le con sur Plus belle la vie et tout, machin, là, il faisait beau et tout ça, je prenais le train et j'étais là comme ça, hop, la maternité, et j'attendais. Et il y a des mecs qui sont là comme ça, on est alignés, et puis monsieur machin, il partait, hop, désolé, et puis je voyais le père qui revenait, qui pleurait avec sa femme, tout ça. Et voilà, c'était ça. Et moi, j'ai vécu ce truc, ça m'a changé. Surtout sur le côté sur la vie, les problèmes qu'on a dans notre carrière et tout ça, les envies, tout ça.
tout a changé. Donc là, je voulais expliquer un peu dans le côté bad et tout machin, mais je vais vraiment le décliner et dire, voilà, moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu mes enfants, ils étaient dégueulasses, quoi, tu vois. Donc voilà, j'expliquais et tout, ça ressemblait à un kebab et tout. C'est chiffonné, tout ça. C'est ça, kebab sans viande. J'avais demandé saignant. C'est ça, mais c'est exactement ça, quoi. Et voilà, je vais développer le truc. Un tartare, là. Voilà. Oui, c'est ça. T'es trop cul, ça se voit bien. Parce que moi, j'avais les deux, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de garder mes enfants, ils étaient en vie. Mais ils étaient dégueulasses et j'expliquais que même la mort n'a pas voulu d'eux, quoi. En les voyant, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien de rire de ce genre de choses, tu vois. Ça permet de démystifier le truc. Ouais, c'est ça. Et j'ai catharsis. Voilà, et faire un sketch là-dessus sur la préma et tout, machin. C'est cool. Déjà, ça n'a pas été fait, donc. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Très bien. Et toi, Colin? J'ai pas de spectacle encore. Attendez. Mais ouais, mais on va te pousser, on va pas te lâcher. Ça fait un an, mais je commence à avoir. En fait, Colin, il a vraiment la vis comica. Pour moi, il a un sens de la scène, du public, du jeu, de la rupture. Comica, donc je savais pas où il allait. S'il vous plaît. Ouais. C'est la nature comique. Je savais pas la nature comique. C'est adorable. C'est fou. Oui, c'est-à-dire que tu pourrais dire bonjour et c'est drôle. Mais et donc du coup, moi, non, mais c'est sûr qu'il y a une injustice parfois dans le métier où les gens ont besoin beaucoup de travailler et ça sera jamais drôle. Il y a des gens, ils ont ce truc-là. Mais ils sont paresseux. Ça peut souvent. Mais donc, souvent comme ça. On a envie de les encourager en disant il te manque la matière première, mais en fait, tu sais déjà servir les plats. En fait. Ouais, bien sûr, mais je pense pas que c'est une question de paresse. Je te reprends quand même là-dessus. Non, c'est une question de drogue, clairement. Ne me reprends pas quand je te flatte. Merci déjà, c'est hyper gentil. Et je pense que j'essaye juste de faire beaucoup de choses en même temps parce qu'il y a certes les plateaux et tout. Nous, ça fait un an. Qu'avec Olga, on a un plateau et on développe des sketchs, etc. Le Comedy Club tout court. Le Comedy Club tout court, le plateau se passe super bien et ça nous permet vraiment beaucoup de travailler. On est dans le 10e au Kibélé Café. Très bien. Tout le monde connaît le Kibélé. J'ai joué là-bas. Un mercredi sur deux, on est dans le 18e à l'ADN Montmartre. Ah bien sûr, je connais pas du tout. Là où il y avait le Plouf. Le Plouf, c'est super là-bas. Et donc nous, c'est les mercredis et tout. Donc là, ça fait un an vraiment que je joue beaucoup et que je commence à voir ce que je kiffe faire sur scène, à voir ce que je kiffe, écrire, à voir les trucs dans lesquels j'ai envie d'aller. Et je commence, à avoir, je pense, 30 minutes, mais la réalité, c'est que j'ai beaucoup d'ambition sur le spectacle vivant, dans le sens où si demain je fais un spectacle, j'ai pas envie que ce soit un enchaînement de sketchs de ce que j'ai pu faire en plateau. C'est ça qui est dur. Donc, trouver ton propos. Je bosse plus le perso, je bosse plus les mécaniques de blague qui marchent bien, jusqu'où aller dans l'interprétation de perso sur scène et tout. Moi, je suis pareil aussi. Moi, je suis dans la recherche de mon clown aussi. Ça fait longtemps que j'en fais, mais toujours à la recherche de mon clown. Et la vie fait que tu changes d'avis, que tu changes de propos, tu changes de plein de choses, et qu'à un moment donné, tu dis, finalement, c'est peut-être ça. Parce que c'est différent quand tu fais une blague. Quand tu fais une blague qui marche en plateau, c'est différent. T'es là, ça marche. T'en fais une, tu les colles, et en fait, non. Il faut vraiment qu'il y ait un lien. Si tu veux faire ton spectacle, il faut vraiment que ça soit uni et tout. Et c'est ça, c'est différent, l'ambiance qu'il y a en plateau ou en comedy club, vous connaissez le truc. Et en spectacle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Tu peux être un tueur en plateau et tu vois le spectacle et tout, tu te dis mais c'était le sketch que j'avais vu en plateau, c'était cool, mais le reste, tu vois, il faut pas s'essouffler. Le problème de la longueur après. La longueur, une génération où il y a beaucoup de gens là qui ont un peu pété avec cette forme très stand-up, très honnête, très salut, j'arrive et on discute en fait un petit peu. Il y a beaucoup d'impro, il y avait un peu de trucs là et tout. Je pense à des Roman Fressinet, tu vois, des Farid ou des Paul Mirabel et tout, qui sont par ailleurs très bons dans ce qu'ils font. Mais du coup, aujourd'hui, tu as envie de proposer un peu quelque chose de différent, donc tu viens avec des persos peut-être un peu plus forts, des trucs qui sont moins tu vois. C'est par période, c'est quand t'en as un gros qui sort, que genre Paul Mirabel, tu goûtes à ce phénomène où il y a plein d'ersatz derrière. C'est Louis C.K., après ça a été Blanche Gardin, donc Paul Mirabel, t'as vraiment des ersatz comme ça qui arrivent, et puis à un moment donné t'as aussi le contre-courant où tu essaies de dire moi j'essaie de trouver mon originalité, où est-ce que je peux me placer, quoi, tu vois. Et quand tu comprends qu'en fait il y a aucune règle et que vaut mieux faire ce que tu sais faire, parce que d'un coup, il suffit que... Tu sais, ça tient à rien. Paul Mirabel, c'est un producteur qui est là au bon moment, avec les gens avant et après Paul qui sont plus ou moins bien, qui jurent. C'est un montreux qui cartonne. Autant faire toi-même. Il faut être soi-même. Des fois, tu vires, tu dis tiens, j'aimerais bien avoir ces petites références-là. T'essayes en plateau d'avoir un peu ce truc-là de style d'un mec que t'aimes bien, humoriste. Et après, tu fais vas-y, écoute, c'est bon, quoi. Pour ça, au début pour te rassurer. Puis après, tu vas. Moi, je me suis dit putain, la maturité, ça va te saouler les mecs, personne t'es là, la moitié ils ont pas de gamins, ils s'en foutent, tu sais pas, ça.
Et tu sais pas. Et tous les sujets au monde, tu les traites par le prisme de l'humour, ça fonctionne. Je me dis, j'ai vécu des trucs de ouf, j'ai vu des trucs de ouf et tout comme ça et tout. Tu dis, bah vas-y, c'est bon. Et puis surtout, chacun s'identifie aussi à la hauteur de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que toi, c'est pareil. Moi, des fois, je peux voir un discours de quelque chose que je n'ai pas vécu, mais tu t'identifies aussi par rapport à toute ton expérience. Tu dis, tiens, moi, dans sa position, qu'est-ce que j'aurais fait, ou tu vois. En fait, tu fais passer. On s'identifie pas à des situations, on s'identifie aux émotions qui sont traversées par cette situation. C'est pour ça que on les a vécues par d'autres situations, nous, les mêmes émotions. Le point commun, je trouve, c'est vraiment la sincérité de ce que tu fais. Et je trouve que, quels que soient les arts, quand tu fais quelque chose de sincère, même si c'est complètement barré, même si c'est très différent de ce qui peut marcher ou quoi, si tu as la sensation que c'est honnête et que tu fais ça pour les bonnes raisons, je pense qu'à la fin ça marche et que après c'est une question de temps à trouver son public qui va s'identifier. Trouver son public, ça aussi. Trouver son public. Ça c'est la grande question. Alors cette émission sera divisée en... Et avoir un bon dealer. Exactement. Trouver son dealer et son public. Et alors quand ton dealer est dans ton public, cette émission sera divisée en multiples catégories. Trouver son public, prendre des drogues, croire aux aliens. Exactement. Drogue, complotisme et prématurité. En fait, le point commun, c'est on a tous changé notre vision de la vie, soit avec des substituts, soit avec des moments forts de nos vies. Complètement. Choisissez votre camp maintenant. C'est ça. Mais soyez sains. Je fais du sport aussi à côté. Pour ceux qui pensent que je suis 3 matchs de foot par semaine, je vais à la salle de sport. Moi aussi, je mange. Et le samedi, je m'éclate la gueule. Du sport comme les cyclistes du Tour de France. Les gars, ne rigolez pas. Non, mais on a trop pris de trucs là. Vous trouverez l'actualité des uns et des autres en description sur toutes les plateformes audio et vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Tu me le paieras ce que je t'ai vendu. Dit au mic l'heure du happening. Ça me raconte des visions sous payole, ça fait spinning. Chaman moderne, il voit des ombres qui dansent dans la fumée des mondes où l'esprit s'élance. Rudy parle du berceau, prématurité à gérer, paternité précoce, nuit blanche à s'enfermer. Entre couches et rêves brisés, il cherche le sens, la force d'un père dans l'urgence. Immense, colle un casque d'alu, théorie de l'infini, alien dans le rétro, complot sous les écrits entre Roswell et pyramide. Il se perd, mais ses idées, une toile d'araignée dans l'air. Podcast en boucle, on refait le monde. Des récits fous, des âmes vagabondes entre le vrai et le flou. Tous s'effondrent, mais sur le mic leur voix résonne profonde. Bravo à nous les gars. Bravo. Et c'était le dernier plan d'Happening Hour. Super. À la semaine prochaine. Ciao ciao. Bisous. Ciao. Bise. C'est super. C'est passé hyper vite. Bravo les gars, c'était super sympa. Ça doit être la drogue.